Donc là, on fait quoi là? Nous sommes à Istanbul et on va visiter les mosquées. Ok. Et nous avons 1 heure de marche. Ok. Donc là, on est parti pour une petite heure de marche à travers les ruelles d'Istanbul. On va découvrir la cité. Regarde-moi ces façades. Chaque rue a son propre style, un mélange d'ancien et de moderne, avec ses balcons en fer forgé et ses couleurs vives. On continue, on passe devant un bar qui a l'air vraiment sympa. Et là, ce restaurant. Toute la façade est recouverte de fleurs, du rose partout, c'est vraiment incroyable. Et puis juste après, on a des étals de fruits. On voit que ça a été vraiment arrangé, c'est sublime. Istanbul, c'est un vrai spectacle, à chaque coin de rue. Donc là, c'est la tour Galata et c'est 30 € pour aller visiter la tour et monter à son dernier étage. Forcément, tu as bien compris comment on fonctionnait. On va pas monter. Là, le pont Galata. Devant nous, la vue est juste dingue. Le Bosphore, les mosquées qui se dessinent à l'horizon, et tout le long du pont, les pêcheurs, des deux côtés, concentrés sur leur ligne. Au milieu, le tram qui file, comme s'il coupait la Seine en deux. Et sous nos pieds, l'eau qui bouge avec le va-et-vient des bateaux. Devant nous, la mosquée Yeni Cami, aussi appelée la Nouvelle Mosquée. Un nom un peu trompeur quand on sait qu'elle a été construite entre 1597 et 1663. Son histoire est marquée par des interruptions, initiées sous le règne de la sultane Safiye. Waouh, avec le soleil là sur la porte d'entrée, c'est quand même vraiment beau. Hein. Elle est laissée inachevée pendant des décennies avant d'être finalisée sous l'impulsion d'une autre sultane, Turhan Atis. En avançant, le regard est immédiatement attiré par l'ensemble architectural, parfaitement centré dans l'image. Les minarets et lancées encadrent la majesté de la mosquée, un parfait exemple du style ottoman, classique, inspiré des œuvres de Sinan, le grand architecte impérial. Sur le côté, des galeries voûtées reposent sur de solides colonnes, rappelant certaines influences gréco-romaines. Les plafonds sont richement ornés de mosaïques et de peintures aux motifs délicats. Ici, le bleu d'Istanbul domine, un bleu profond qui s'accorde aux dorures ornant les coupoles et les détails sculptés. Puis on passe à l'intérieur. L'espace est immense. La lumière du matin traverse les vitraux colorés et vient baigner les murs et le sol, révélant toute la richesse des décors. Au centre, une immense suspension descend du plafond. Un anneau de lumière constitué de multiples petites lampes, protégées par des cylindres en verre. Autrefois, il y avait des vraies flammes qui permettaient d'éclairer la salle à la tombée de la nuit et projetant une lumière tamisée sur les fidèles en prière. Sous la coupole principale, on prend la mesure de toute la grandeur du lieu. Une mosquée née d'une ambition impériale, marquée par les aléas de l'histoire et qui aujourd'hui impose toujours autant le respect. Ouais, c'est payant. Ouais. 1150.
Combien? Bon, encore une fois, donc voilà, on voulait la voir de l'extérieur, on savait qu'elle était payante, hein. Mais voilà, 31 € pour aller visiter une mosquée, par personne, hein, bien entendu. Voilà, donc c'est ce qui se passe aujourd'hui avec le tourisme, notamment en Turquie et dans beaucoup d'autres pays. Voilà. Il y a des prix locaux. Là, pour les locaux, c'est genre 40 TL, donc ça fait quelque chose comme 1 € la visite. Et pour toi, qui es donc un touriste, que tu sois anglais, français, américain, australien, ce que tu veux, ce sera 31 €, 30 fois plus. Voilà. Si tu arrives à me trouver une justification, honnêtement, moi je veux bien que tu m'expliques. Mais il est hors de question qu'on aille contribuer à ce marché parallèle. Donc là, apparemment, c'est la mosquée du sultan Ahmed. Donc on va aller voir un petit peu ce que ça donne. Là, on a toujours des bâtiments, une autre petite mosquée là-bas au fond. Et cette mosquée-là, le minaret est en réparation. Voilà. Lors de notre visite de la mosquée bleue, elle était en travaux, donc on a eu des petits passages comme ça avant de pouvoir accéder à l'intérieur. Là, ils sont en train de refaire le minaret qui avait sûrement besoin d'être fait. On entre dans l'enceinte de la célèbre mosquée bleue, construite au début du XVIIe siècle pour rivaliser avec Sainte-Sophie, juste en face, celle qui coûtait 30 €. Au centre, ce petit pavillon sous son dôme rappelle les ablutions rituelles des fidèles. Regarde la mémé, comment elle est. Est-ce qu'elle est belle, la mémé, avec les chaussures dans les bras? Et puis on pousse la porte. Et là, c'est une vraie claque visuelle. Les pylônes massifs, les arches élancées, et surtout cette lumière qui entre par les vitraux teintés de bleu. En levant les yeux, on découvre les 3 niveaux. En bas, les murs sobres. Au centre, la fameuse faïence disnique, bleutée. Et au-dessus, les voûtes richement décorées, couvertes de motifs floraux et de symboles ottomanes. Un lieu à la fois immense et délicat, où chaque détail semble pensé pour élever le regard et l'âme. Bon, par contre, il faut quand même être honnête, on n'a pas été aussi conquis par la mosquée bleue, qui est très jolie, qui est grandiose, mais on n'a pas été aussi conquis que sur la précédente. C'est surtout lié au fait que la prière allait reprendre et qu'il fallait que nous on sorte, ce qui nous a pas laissé le temps de nous immerger vraiment dans la mosquée. Nous voici face à l'obélisque de Théodose, un vestige fascinant d'Égypte ancienne qui a fait un long voyage avant d'arriver ici à Istanbul. Cet obélisque, érigé à l'origine par des pharaons de la 18e dynastie, est l'un des plus célèbres d'Égypte. Sa construction remonte à environ 1450 ans avant Jésus-Christ. Mais ce n'est que bien plus tard, en 390 après Jésus-Christ, que l'Empire romain le fait transporter vers Constantinople, l'ancienne Istanbul, sous le règne de l'empereur Théodose Ier. Le transport de cet obélisque, qui mesure près de 25 mètres de haut et pèse environ 200 tonnes, n'a pas dû être une mince affaire. Pour le déplacer, les Romains ont dû utiliser des techniques incroyablement avancées pour l'époque, notamment des rampes et des systèmes de rouleaux pour le faire glisser sur une grande distance depuis l'Égypte jusqu'ici, sur le site de l'hippodrome de Constantinople. Une fois arrivé, un redressement spectaculaire a eu lieu. L'obélisque a été hissé grâce à des poulies, des leviers et des cordages. Le voilà désormais majestueux, portant encore les traces des bas-reliefs qui racontent l'histoire de l'Égypte antique, mais aussi des inscriptions romaines qui témoignent de sa nouvelle vie dans cette ville qui était alors le cœur du monde romain. Capitale de l'Empire ottoman, elle portait le nom de Constantinople, une cité romaine, héritière de la grandeur de l'Empire romain d'Orient. Cette époque, souvent oubliée dans notre culture occidentale, reste inscrite dans la pierre, dans ces monuments qui traversent les âges. L'obélisque, par exemple, nous rappelle que Constantinople était un carrefour de civilisation, un pont entre l'Orient et l'Occident, où se croisaient les influences grecques, romaines et égyptiennes. Et pourtant, au fil des siècles, la ville a connu une transformation profonde.
Après la chute de l'Empire romain d'Orient, la ville a été conquise par les Ottomans en 1453, marquant la fin de l'Empire byzantin et l'ascension de l'Empire ottoman. Ce tournant historique a redéfini le paysage d'Istanbul, qui devient le centre d'un autre empire, tout aussi puissant, mais d'une autre époque. Nous voilà donc, à présent, face à l'une des plus grandes œuvres de cette époque, la mosquée de Soliman le Magnifique, un symbole de la domination ottomane qui surplombe la ville. De l'époque romaine à l'époque ottomane, Istanbul a vu naître et mourir des empires. Mais elle reste à chaque époque un carrefour d'histoire et de culture. De cette hauteur, on voit le contraste saisissant entre les anciens bâtiments historiques et les gratte-ciels modernes. Istanbul, avec plus de 15 millions d'habitants, est une ville en perpétuelle évolution. Son dynamisme est palpable dans les rues vivantes où les quartiers traditionnels coexistent avec les zones d'affaires modernes. Ici, les habitants vivent au rythme de leur ville, entre tradition et modernité, créant une atmosphère unique où passé et avenir se rencontrent. Donc là c'est parti, direction le grand bazar d'Istanbul. Et tu vois, il y a partout des vêtements, des sacs, des montres, tout ce que tu veux, des chaussures. Tout est contrefaçon. Ça va très bien. Non. Voilà, on arrive dans les rues qui bordent le grand bazar d'Istanbul. Et franchement, c'est déjà un vrai spectacle ici. Les étals débordent de tout ce qu'on peut imaginer. Ralph Lauren, des sacs à main, des vêtements, des chaussures, des montres, des bijoux. C'est un peu la jungle, mais une jungle où chaque coin cache une petite merveille. C'est une ambiance unique. Mais ce qui est fascinant, c'est de savoir que tout ça, ce bazar, fait partie de l'histoire de la route de la soie. Oui, ce marché, c'est l'héritage de siècles de commerce, un carrefour entre l'Orient et l'Occident, un lieu où les marchandises du monde entier se rencontraient déjà à l'époque des caravanes. Le Grand Bazar lui-même a été construit au début du XVe siècle, sous l'Empire ottoman, et depuis, il est resté un des plus grands marchés couverts au monde. À l'intérieur, on trouve plus de 4000 boutiques. 4000 boutiques. Toutes les allées cumulées font près de 60 km, rien que ça. Mais ce n'est pas tout. Dehors,
Autour, il y a encore des centaines de commerces qui bordent le marché, où l'on peut trouver un peu de tout, des produits typiques ou des contrefaçons. Surtout des contrefaçons, même si bien sûr, leur vente est interdite ici. C'est un endroit vivant, authentique, parfois un peu fou quand même, mais absolument incontournable. Quand tu viens à Istanbul, tu es obligé d'y passer. Regarde Quentin, prends une boîte comme ça. Ça, c'est les dessous du pont Galata qu'on a traversé plus tôt dans la journée. Et comme tu le vois, c'est rempli de restaurants. C'est là où tu viens manger justement les petits poissons qui sont pêchés par les pêcheurs dans le Bosphore. C'est la surprise. Hop, on monte à bord d'un bateau. Le méga Lufer. Pas très écolo, mais on va manger à bord et il va y avoir une petite. On va avancer, ça va. Ah, ok, t'es chez quelle heure? Salam alaikum. Alaikum salam. Ah, radar. Ça, c'est différent d'entrées, des entrées turques. Une sorte de sorbet.
Donc là, on a reçu le plat. Et mon plat à moi et celui de Quentin, c'est quoi? C'est du sibas. Ouais, c'est une sorte de dorade. Bon, voilà, avec du bulgur. Et là, ça s'appelle comment? En fait, elle avait dit des potatoes sur des patates. Des patates. Ouais, des patates smashées, elle avait dit. En fait, c'est ça. Avec des petits oignons, là, juste là, voilà, bon. Ça fait le job. Et pour l'instant, Steph, elle attend. Alors, Steph, t'es contente? Ah oui, j'ai mon plat, j'ai du poulet, kofté, de la purée et je sais plus comment ça s'appelle. Ok. Bon appétit. Si tu aimes nos aventures, alors like, commente et abonne-toi.